savez que ça peut être payant de chasser l'ours. Le premier comte de Flandre l'a su quand il s'est battu contre l'animal et qu'il a gagné. Alors, il a placé l'ours sur les armoiries de l'hôtel de ville de sa ville à lui qu'on visite aujourd'hui à Baie-des-Cités. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Une émission toute spéciale à caractère historique cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est à Bruges. Ça, c'est situé au nord de la Belgique, dans la région qu'on appelle la Flandre. Et la plupart des gens parlent donc le flamand ici. Derrière moi, c'est l'hôtel de ville de Bruges qui a été construite au 13e siècle. Parce qu'ici, il faut le dire, c'est une ville médiévale. Déjà, il y a 600 ou 700 ans de ça, il y avait plus de 40 000 habitants ici dans la ville. Et puis, c'était la ville marchande la plus importante du nord de la chrétienté. Alors ici, sur la place où je me trouve, on se réunissait pour présenter en fait les spécialités de différents pays aux marchands, aux habitants de la place. Puis ça bouge encore pas mal, vous allez le voir aujourd'hui puisqu'on va se promener dans la ville. Mais on va sortir de la ville aujourd'hui aussi puisqu'on va aller se promener, rencontrer deux auteurs, illustrateurs de bande dessinée historique. On va lâcher un peu le médiéval, on va être du côté du romain. D'abord, Philippe Delabie nous reçoit pour nous parler de sa série Murena. Alors lui, c'est fantastique ce qu'il fait, vous allez voir au niveau graphique, c'est assez époustouflant. Et puis on est reçu, ça c'est un privilège, dans la maison d'un pionnier de la bande dessinée, c'est Jacques Martin, qui est un des premiers à avoir fait de la BD, ce qu'on appelle franco-belge à l'époque. Les aventures d'Alix, Lefranc, Loïs, Roi Soleil, ça vous dit peut-être quelque chose? On va tous découvrir ça ensemble aujourd'hui sur l'émission. Et puis surtout, vous allez comprendre pourquoi on appelle Bruges le Venise du Nord. Vous savez qu'en Europe, il y a de plus en plus cette conscience environnementale et c'est pas pour rien qu'ici à Bruges, on favorise de plus en plus le déplacement des citoyens en vélo. C'est pour ça qu'on installe, comme ce qu'il y a derrière moi, un peu partout dans la ville, des stationnements à vélo, en plus de proposer aux citoyens de pouvoir se promener dans les deux sens des rues, même sur les rues à sens unique pour les voitures. C'est assez pratique. Savez-vous quoi? Ce qui est bien original aussi, c'est que les hôtels, peut-être pas tous les hôtels, mais il y en a beaucoup qui suggèrent la location de vélos à leurs chambreurs. Alors, ça peut être très pratique pour des gens comme nous. Et chose importante aussi, depuis quelques années, on a vraiment développé tout un réseau routier de pistes cyclables dans la ville et en périphérie aussi. Bonne randonnée! En 1488, à l'époque où la Flandre appartenait à l'Autriche, le duc d'Autriche, Maximilien, décide d'instaurer des impôts qui plaisent vraiment pas à la population, tellement qu'on décide de l'attraper pour le guillotiner, tout simplement. Alors, son successeur arrive avec des signes un peu partout dans la ville, parce que signe, il faut que je vous dise qu'en flamand, ça se dit « lag hals », et ça veut dire « long coup ». De là, le lien avec Maximilien qui s'est fait « quick ». Il y en a qui ont un drôle d'humour quand même.
d'être arrivé. Il fait super beau en plus. Aujourd'hui, on est à Barry. Ça, c'est une petite ville d'à peu près quoi, 4-5 000 habitants, pas très loin de Tournai, ici, toujours en Belgique. Et on rencontre Philippe Delaby. Philippe, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est un dessinateur de bande dessinée à caractère historique. Ça, c'est pas facile, faire de la BD historique. Il faut aller chercher toute la documentation, faire de la recherche. Et Murena, qui est sa série qui marche très, très fort, eh bien, pour trame de fond, si vous voulez, l'Empire romain. Imaginez le travail qu'il y a derrière ça. J'ai hâte de voir comment il s'y prend. Quelles sont les étapes de la création d'une BD pour Murena ou pour une autre de ses séries. On va aller le rencontrer. Il nous reçoit chez lui. C'est vraiment joli. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bah, ça va bien. Beaucoup de boulot? Beaucoup de boulot, oui. J'imagine, hein? Ouais. Parce qu'il y a un gros succès avec la série Murena. On va en reparler un peu plus tard. Moi, je veux savoir, t'es pas né ici, mais pas très loin, à Tournai, c'est ça? Oui, à Tournai, oui. Ça fait maintenant 45 ans. Ah, quand même. Donc ça fait déjà un petit bail. Il paraît que quand tu étais petit, ton père t'a offert un album de Tintin. Je crois que c'était Tintin au Congo. Et ça a peut-être allumé une cloche à ce moment-là au niveau de la BD. Ouais? Tout à fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à collectionner et à lire les BD. Mais disons que la véritable passion d'en dessiner est venue plus tard, disons aux alentours de 10-12 ans. Il faut que je vous dise qu'à l'adolescence, à quoi, 14 ans, tu as été accepté, 14 ou 15 ans, Ouais. à l'École des Beaux-Arts. À l'École des Beaux-Arts, alors que normalement il fallait avoir 16 ans. Ben oui. Et j'ai pu rentrer aux Beaux-Arts et le plus inhabituel, c'était surtout aux cours du soir. Les cours du soir, je devais normalement commencer par la première année. Je suis rentré en première année graphique. Après un mois, je suis passé à la seconde. Et on est directement passé à la quatrième, c'est-à-dire à la dernière année. Donc, tu avais un coup de patte assez exceptionnel pour l'âge que tu avais, parce qu'ils t'ont pas reviré de bar, comme on dit. Toi, Non. t'es arrivé, tu as dit, j'ai 14 ans, mais laissez-moi vous montrer ce que je fais. C'est-à-dire que bon, je suis arrivé avec mes petits dessins, tout ça. Ils ont dit, OK, on va te faire suivre des cours, tu as l'air d'avoir une bonne patte. Donc, on a commencé ça. Mais le plus fort, c'était au niveau des cours du soir. Là, c'était assez affolant, surtout qu'en quatrième année, on a commencé à faire des cours de nu. Moi, à 14 ans, à 14 ans, je me retrouve dans une pièce avec... avec des jeunes adultes aussi. Ah oui, des jeunes adultes, mais moi, c'est carrément le gamin du groupe, quoi. Et là, ça a été un double choc. L'éveil. Tout à fait. Pas seulement graphique. Oui, voilà. Si on passait des marges de cahier à ta véritable table à dessin maintenant qui te permet de gagner ta vie, est-ce que tu veux nous montrer un petit peu ce que tu fais? On pourrait regarder aussi tes séries, parler de Murena. OK, d'accord. Donc, tu travailles en haut parce que tu vas avoir la paix, j'imagine? Disons que, pour avoir la paix, j'aime bien avoir mon antre, ma musique. Je travaille toujours en musique. Toujours avec la musique? Toujours. Eh bien, voilà mon atelier. Oh, wow! Très décoré cinéma aussi. Hein? Ouais, c'est... le cinéma et la BD, pour moi, c'est très lié. Et je suis un grand passionné de cinéma. Parle-moi un peu de Murena, tiens, de cette série-là, qui est un beau succès. Et là, tu as choisi l'Empire romain. Pourquoi? Pourquoi tu n'aurais pas pu, je sais pas, nous, à l'émission, on se promène à Bruges, par exemple. Ouais. Ça n'aurait pas pu se passer à Bruges? Ou ailleurs? Ou ailleurs, ça aurait pu, mais là, c'est vraiment, un retour à mes premières amours. Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais très attiré par tout ce qui était péplum. J'étais bercé par l'univers de Jacques Martin. Oui. Et puis bon, le chemin faisant, je me suis à nouveau dirigé vers tout ce qui est à caractère historique, le Moyen-Âge, mais j'avais très envie de revenir à tout ce qui touchait à l'Antiquité et principalement à Rome. Un petit résumé de Murena, un peu, là. Il y a Néron là-dedans, il y a des Romains, il y a de la sensualité, oui, il y a de l'érotisme, il y a un peu... On a essayé de mettre un peu de tout, assez bien dosé, et aussi et surtout de montrer un Néron différent de ce qu'on peut apprendre dans les bouquins d'histoire, surtout à l'école où on nous montre
un Néron tyrannique, fou, celui qui a brûlé Rome, et puis ça s'arrête là. C'est beaucoup plus nuancé. Là, oui, c'est beaucoup plus nuancé. Au départ, c'est vraiment quelqu'un qui était aimé de son peuple et qui aimait son peuple aussi. Moi, je veux savoir comment ça marche. Est-ce que le scénariste t'envoie, te surprend, tu reçois un fax avec un scénario que tu découvres et tu dois l'illustrer, ou vous devez discuter de tout ça au fur et à mesure? Il faut savoir quand même que Jean Dufaux a fait une école de cinéma. Donc, il a vraiment aussi, lui, l'œil pour cadrer telle ou telle chose. Lui, par contre, envoie sur un papier millimétré tout le cadrage d'une planche, avec le descriptif, vraiment tous les détails nécessaires pour travailler à l'aise. On sent le storyboard là, tout à fait, tout à fait. Et on se voit régulièrement, 2 fois, 3 fois par mois, ce qui permet, avec un lien comme ça, de travailler beaucoup mieux. Quand on se voit, enfin, quand on communique à distance, soit par fax ou par téléphone, c'est toujours moins chaleureux et puis moins constructif au niveau d'une histoire. Tu as une bibliothèque qui est bien garnie quand même. Hein? Je vois que tu as plusieurs livres de documentation. J'essaie d'avoir de bonnes choses pour travailler à l'aise, quoi. Je veux dire, ici, prendre un exemple, tout ce qui est littérature au niveau de l'Antiquité. C'est quoi celui-là? Ce bouquin ici, c'est vraiment génial parce que ça décrit vraiment les relations amoureuses, les relations sexuelles, tout ce qui tourne autour de l'amour et des plaisirs charnels à Rome. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun interdit. Contrairement à aujourd'hui, rien n'était codé. Personne n'était paxé. C'était vraiment quelque chose d'entièrement entièrement libre. Je vois que tu as d'autres livres ici. Ça, c'est au niveau graphique. On Ça, parlait des relations. Graphique. Au niveau reconstitution historique, là, il y a quand même de bons documentalistes, de bons graphistes qui travaillent là-dessus, qui représentent de tout. Parce que toi, il n'y a pas que le cirque de Rome, il faut aller chercher le détail sur le vase, sur le pot de fleurs, dans l'appartement de Néron et ainsi de suite. Exactement. Mais il y a toujours des petits éléments intéressants à retenir. Donc, je prends pas mal de bouquins avec soit des vases, soit des broches pour les vêtements, où je reproduis le détail et j'essaye au maximum d'être le plus vrai possible. Regarde juste ici au niveau du nouage ou de la ceinture, il y a un travail. Ah oui, ce sont des choses qui ont existé. Ce qu'il a sur lui, c'est une sorte de court vêtement de cuir léger, noué, que les légionnaires utilisaient sous leurs armures. Peux-tu nous dessiner quelques petits croquis? On est curieux. Bien sûr. Te voir travailler, une image vaut 1000 mots. Hein. Est-ce que tu me fais découvrir aussi ton petit coin? Moi, je connais pas. En fait, qu'est-ce que tu me suggères? Tu as envie qu'on aille se promener, prendre l'air un petit peu? On peut prendre l'air. On va aller. On est à quelques kilomètres de ma ville natale, donc c'est quand même à Tournai. C'est une ville chargée d'histoire, avec pas mal de monuments. C'est pas une énorme ville, mais qui a, pour ma part, je parle de ça parce que ça me tient à cœur, mais c'est une ville plein de charme, chercher de plein de choses. On parlait de BD, c'est pas là qu'il y avait aussi les imprimeries de Casterman? Il y avait les imprimeries Casterman aussi là-bas. Ouais. Donc, la BD était déjà là à quelque part. Hein. Ouais. Ben, on y va? OK. On se promène. D'accord. Philippe, il y a des armures ici, pas que dans tes albums. On est ici à Tournai. Oui. C'est qui ça? Ça, c'est Christine Delalin. C'est une
une princesse qui a pris les armes contre l'envahisseur, je crois que c'était contre l'envahisseur français. C'est bien indiqué, il y a eu un siège en 1581 et elle est morte sous les drapeaux, comme on dit. Toi, tu connais bien l'histoire de Tournai parce que tu es né ici, tu as grandi ici. J'ai grandi ici, mais je suis parti un peu partout après. En Belgique, j'avais des parents qui avaient, comme on dit, la bougeotte qui était un peu nomade. Okay. Donc je me suis retrouvé un peu aux quatre coins de Belgique et voire même en Allemagne. Et donc, tu reviens dans ton patelin, en fait? Là, ici, en fait, je suis vraiment près de chez moi. J'ai mes racines ici, je pense que je ne bougerai jamais plus d'ici. Sauf peut-être plus tard, quand je serai vraiment très vieux et que je ne saurai plus tenir de crayon. Ça, c'est magnifique, ça, ici. Tu connais bien le coin. Ça, là, oui, ça, c'est la fameuse alodra qui a servi à vendre des tas de tissus pendant le Moyen-Âge et qui sert actuellement de lieu pour le festival de BD de Tournai. Et ça se passe ici parce que c'est quoi? C'est l'espèce de lieu où les gens se réunissent. Je vois qu'il y a des terrasses. Comment ça s'appelle, ça? Ici c'est exactement la grande place de Tournai. Comme à Bruxelles. Comme à Bruxelles. Quand viennent les beaux jours, c'est généralement le lieu où tous les gens viennent se rassembler, prendre un verre et profiter un peu du soleil. Qu'est-ce que tu aimes de cette ville-là? C'est une ville, on va dire quand même, dans la Belgique, une ville relativement calme, chargée d'histoire. Chargée d'histoire. Et ça t'inspire, ça, même si la thématique utilisée dans ta BD, c'est pas ça? Le fait de vivre dans une ville chargée d'histoire, il y a une âme, il y a quelque chose. C'est vrai que c'est une ville qui a une âme. Quand mon scénariste Jean Dufaux est venu pour la première fois ici, il a trouvé cette ville plein de charme. Et c'est ce qui lui plaît beaucoup. Il y a même un château, j'ai vu ça, moi, de l'autre bord. Ici, il y a un grand clocher aussi. Ici, on a un beffroi, le fameux beffroi de Tournai, qui servait au Moyen-Âge à alerter toute la population quand il y avait soit un énorme incendie ou soit une invasion. Ça, c'est magnifique, Philippe. C'est quoi? C'est presque un château? C'est une cathédrale, en fait, qui a comme particularité de posséder 5 clochers. 5 clochers? Ouais, c'est la seule en Europe à en posséder 5. Généralement, ce sont des nombres pairs. Ici, c'est 5. D'habitude, c'est 4, 6, mais jamais 5. Donc, il y a un clocher central. Et puis, dans chaque tour, il y a de plus petites cloches à l'intérieur du principal. Il y a une énorme cloche qu'on entend sonner tous les dimanches. On parle de quelle époque? Là, on est dans le au Moyen-Âge. Mais bon, elle a été remaniée plusieurs fois, donc il y a plusieurs styles. Il y a le style gothique et effectivement le style roman qui est le plus ancien. Il faut compter aux alentours de 1135 après Jésus-Christ. C'est fou parce que nous, au Québec, tu le sais, tu es déjà venu faire un tour. Oui, tout à fait. Quand on a une vieille maison, elle a 150, 200 ans, c'est quelque chose. Et puis ici, c'est bon. Puis on se promène partout à BD Cité. On est toujours aussi surpris de voir à quel point les choses, l'architecture est chargée d'histoire. Est-ce que toi, ça te branche encore, ça t'allume, ça te parle ou on finit par vivre là-dedans sans faire... c'est vrai que malheureusement, je pense que c'est un peu... l'apanage de tout habitant qui a un monument ou quelque chose d'assez fascinant. Après pas mal d'années, je ne veux pas dire qu'on ne fait plus attention, mais ça fait tellement partie du quotidien qu'on ne la remarque plus. C'est vrai. Et c'est vrai que par moment, ce qui est très bien de faire, et ce que je fais généralement, soit avec des amis ou avec mon épouse, c'est quand on se promène et quand on prend un verre en terrasse, quand il fait un temps magnifique comme aujourd'hui, c'est d'à nouveau observer les édifices qu'on a à l'intérieur de notre ville, de se dire quand même, malgré tout, on a de belles choses et de s'en rendre compte encore de temps en temps. Mais j'aime tout ce qui est chargé d'histoire et qui respire vraiment tout le passé. Et bon, quand on voit un bâtiment comme celui-ci, un édifice comme celui-ci, on pense que sur ces pierres ont travaillé des hommes qui ont perdu la vie. Il y a même des choses assez anecdotiques. C'est que, pas à ce niveau-ci, mais à une certaine hauteur, on voit des pierres où il est gravé dessus un personnage qui tombe. Ah oui? En fait, ces pierres étaient le témoin d'ouvriers qui chutaient au moment de l'édification de la cathédrale. Et puis toi, tu n'étais pas très loin là, quand tu nous parlais de l'école des Beaux-Arts. Ici, on n'est pas très loin, on est à quoi, 200 mètres de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Donc ce coin-ci, je connais bien, ça me rappelle aussi toute ma jeunesse.
En quelques mots, Philippe, les projets, ce qu'on doit surveiller de ton côté? Prochainement, enfin à savoir l'année prochaine, un 6e Murena. Ensuite, un nouveau complainte. Il y en aura 12 aussi. Hein? Ah oui, Alors, il y a 12 Murena et 4 complaintes en tout. Voilà. Et après, probablement, un one-shot avec entre 80 et 120 pages. Mais ça, c'est pour plus tard. Philippe Delabé, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci J'ai beaucoup, bien aimé la merci. petite visite improvisée à tourner. Hein? J'aime ça quand c'est non prévu. J'espère que ça vous a plu et d'avoir fait un guide suffisamment irréprochable. Un super bon guide. Ça fera un petit métier éventuellement. Là, quand... D'accord. OK. Bye-bye. Au 13e siècle, en 1276, la famille d'Urbers, excusez mon accent flamand, décide d'ouvrir ici, derrière moi, un hôtel, une auberge en fait, et permet aux clients d'avoir des bouts de papier sur lesquels on note des montants. Comme ça, on pouvait se promener partout en Europe et les échanger contre de l'argent ailleurs dans un autre hôtel avec qui ils avaient évidemment un arrangement. Ça veut dire que c'est les premiers chèques, le premier système de bourse. Et regardez, d'Urbers, en français, ça devient la bourse. Alors, c'est de là que ça vient, les chéquiers, le système monétaire et bancaire. Ben oui. À Bédécité, on ne fait pas dans la dentelle, on en parle. C'est parce qu'au 17e et au 18e siècle, les dentelles de Bruges étaient très prisées par toutes les cours d'Europe, simplement parce qu'à l'époque, les ouvrières qui travaillaient sur place ici fabriquaient tout ça de façon bien spéciale, une technique artisanale, au fuseau, on appelait ça comme ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les robes et même la mode masculine exigeaient beaucoup de dentelles. Alors quand vous passez dans Bruges et que vous rentrez dans une petite boutique, prenez le temps de rencontrer les bonnes personnes et de poser les bonnes questions. Question de vous assurer aussi que vous avez en main de la vraie dentelle faite à la main avec la façon ancestrale.
Lors d'une visite à Bruges, si vous avez envie de vous arrêter pour un snack ou une salade, pourquoi ne pas profiter de la terrasse du Vlissingen? Alors ça, c'est le nom d'un des plus vieux restaurants de Belgique qui a été construit en 1515. Puis même si on a retapé, rénové l'intérieur, en 1870, ça a quand même gardé de son cachet original. C'est ça qui est bien. Alors nous, pendant la pause, on prend le temps de grignoter. Puis au retour, on s'en va chez Jacques Martin. Nous sommes en Wallonie, à 25 km de Bruxelles, dans la commune de Bousval. Le dessinateur Jacques Martin, à 85 ans, nous reçoit chez lui. Souvenons-nous qu'il est le créateur des aventures d'Alix depuis 1948 et de plusieurs autres séries tirées à plus de 20 millions d'exemplaires et traduites en une dizaine de langues. Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Mais c'est gentil à vous de venir me voir. C'est gentil, comme tout. C'est un beau coin. Est-ce que c'est le secret le mieux gardé de Belgique? Je ne sais pas, mais enfin, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est très calme et très agréable. Ici, on est à Bousval. Ça fait longtemps que vous habitez la maison ici? Depuis 80... J'ai fait construire la maison en 59-60 et j'y habite régulièrement depuis 81. Avant ça, 81-82. C'était comme une espèce de pied-à-terre ici. Oui, parce que, en fait, je suis résident suisse. J'habite les 2 tiers du temps à Pully, près de Lausanne, où j'ai un très bel appartement avec une grande vue sur le lac. Mais je viens en Belgique, mettons, 3 semaines, lorsque je reste un mois et demi en Suisse. Vous faites partie de ces pionniers de ce qu'on appelle l'école franco-belge, en voilà, fait, il faut le dire, oui, parce tout à fait. que vous êtes là depuis longtemps, vous avez formé beaucoup de gens aussi. Oui, je suis rentré en Belgique en 1946 pour 3 semaines. Je suis resté 35 ans. Parlez-moi donc un peu d'Alix et de l'univers que vous avez créé autour du personnage. Oui, alors quand Leblanc, j'avais rencontré Leblanc en 1946, Raymond Leblanc, il m'avait dit « Faites-moi un projet, mais original ». Et je suis rentré chez moi, et puis j'ai trouvé Alix en un quart d'heure. Au fond, je l'avais en moi, si vous voulez. C'était quelque chose que j'ai mijoté comme ça, parce que je trouvais un personnage clé, et Alix est venu comme ça tout seul. Pourquoi la thématique historique romaine? Parce que j'étais très, très versé dans les histoires de l'Antiquité, dans l'histoire. J'adorais l'histoire. J'ai acheté beaucoup de livres sur l'histoire, et sur l'époque romaine, entre autres. J'avais déjà beaucoup de choses, j'avais lu beaucoup de choses. Alors, succès immédiat dans le journal Tintin. Alors, ça arrive dans le journal Tintin, mais non, c'était très original parce que personne ne faisait des histoires de ce genre à l'époque, même avant. L'Antiquité, quelque chose qui était parfaitement méconnu. C'est pour ça aussi, il faut le dire, que vous êtes devenu une référence dans ce type de bande dessinée. Oui, mais on était très peu nombreux, vous savez. Il y en avait 4-5 au journal de Spirou et une demi-douzaine au journal de Tintin. Je crois qu'on était 15 en tout en Europe à l'époque. Maintenant, en Belgique, il y en a plus de 1000. Donc, la bande dessinée a un succès fantastique, si vous voulez. Elle est même par moments victime de son succès. Donc, tranquillement, Alix prend son air d'aller et début des années 50, vous vous retrouvez aussi avec Roger Leloup, le créateur de Yoko Tsuno, à dessiner mais non, c'est plus, oui, pour Hergé un peu plus tard. Là. Oh oui, non. C'était le fils de mon... Je fumais à l'époque, c'était le fils de mon marchand de tabac. Ah oui? Et en même temps, la mère de Roger Leloup était la coiffeuse de ma femme.
Et un jour, il m'a demandé, le père, alors je me dis, est-ce que ça ne vous ennuierait pas de faire travailler mon fils au mois de septembre? Il a des congés, il traîne dans les rues, j'aime pas ça. Bon. Alors je l'ai pris comme assistant un peu à contre-cœur. Il avait 15 ans. Et puis, à la fin du mois, il m'a demandé est-ce qu'il peut rester. J'ai dit, oh là là, à une condition, c'est que vous me déchargez par écrit de la cassure de ses études. Lui, vous donnez un coup de main pour Alix. Et alors, il m'a donné d'abord un coup de main pour Alix. Ah oui. Il a commencé par faire des cas, des couleurs, il s'est montré tout de suite très bon. Et puis, donc ça se passe en 1951, ça. Et 2 ans après, Hergé me demande de venir à Bruxelles pour collaborer avec lui. J'ai dit d'accord, mais je prends mes 2 collaborateurs. Il ne voulait pas. Donc non, je dis, écoutez, je ne bouge pas. Alors il m'a dit, bon, ça va, je prends les 2, mais bon, c'est pour faire plaisir, mais voilà. Et en fin de compte, heureusement qu'il a pris ces 2 collaborateurs qui ont été très efficaces. Donc vous avez tenu tête à Hergé. Oui, sur beaucoup de choses. Mais c'est un autre sujet, ça. Mais, comment dirais-je, donc, le Roger Leloup a tout de même été le créateur de l'avion Caradas de, je ne sais plus combien, le numéro. 714. C'est Leloup qui a tout fait. Ah oui, oui. Parlons-en des séries. Il y a Alix, il y a Le Franc, il y a d'autres séries qui sont apparues. Le Franc, je l'ai créé en 1952 parce que j'avais été visiter dans les Vosges le col de Busson où il y avait encore des V1 désarmés braqués sur Paris. Ça m'avait choqué, ça. Je me dis, comment n'importe quel fou n'a qu'à remettre des moteurs en marche, mettre une bombe, et ça part sur Paris. Ben oui. Oui, mais je ne raconte pas de blague. Alors là-dessus, en revenant en voiture, j'ai inventé le scénario de La Grande Menace que j'ai présenté au journal de Tintin. Alors on m'a dit, mais pourquoi vous voulez faire ça? Il y a déjà Jacques Cops, vous voulez faire une histoire moderne. Je dis, mais écoutez, parce que laissez-moi faire une. Il m'a dit, une, ça va. Alors je fais La Grande Menace, sans me rendre compte, parce que les communications n'étaient pas comme maintenant, que le succès que ça avait. Et puis après La Grande Menace, en 1953, j'ai présenté l'histoire d'Alix suivante, elle m'a dit, pourquoi vous voulez faire Alix? Le Franc, ça marche très très fort. J'étais coincé dans mon truc. J'étais piégé. 2 succès à gérer. Je ne comptais pas continuer les histoires de Lefranc. J'ai dû continuer sous la pression du journal. Et vous continuez à démarrer de nouvelles séries. Il y a Loïs qui vient de sortir aussi. Oui, mais je ne les décide plus, mais enfin, je les ai embrayés, si vous voulez. Et Loïs, j'avais longtemps que j'avais envie de faire ça. Quand Olivier Pâques est venu me trouver pour essayer de travailler avec moi, j'ai dit d'accord, voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Il dit oui, tout à fait. Mais le problème, c'est la documentation. C'est une époque très riche, très difficile, mais très intéressante. Par exemple, pour le château de Versailles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas facile d'avoir de la documentation. Qu'est-ce que vous croyez que vous léguez à la bande dessinée belge de par tout votre travail? Je sais que c'est une question un peu... Ouais, je ne sais pas. Mais c'est 50 ans de boulot. Je crois avoir créé un genre spécial. Je suis, je crois, l'inventeur, je pense, des histoires dessinées historiques. J'ai été le premier à traiter l'Antiquité, en tout cas, ça ne fait pas longtemps d'un doute, ça. Et même de mettre à la mode les histoires de l'histoire. Est-ce que vous regrettez de plus dessiner comme avant? Est-ce que vous vous ennuyez de ça, la planche à dessin, le crayon? Oui, beaucoup, parce que j'ai un problème de vue, comme beaucoup de gens le savent, et je suis très puni parce que je ne méritais pas ça. Mais je ne peux plus dessiner, ou d'une façon, j'ai un appareil ici, un appareil optique qui a grandi très fort, mais même ça ne va plus. Vous aviez autant de plaisir à la toute fin, vos derniers dessins qu'il y a je suis un des rares dessinateurs qui, après plus de 50 ans de profession, aimait toujours dessiner. J'avais la rage du dessin.
Expliquez-moi un peu comment vous travaillez avec cette équipe de collaborateurs. Vous en avez combien maintenant? 24, 25. Oh. Et il faut apprendre à déléguer, à laisser aller le bébé un peu. Oui, le c'est problème, pas c'est facile. de leur apprendre certaines parts du dessin qu'ils n'ont pas acquis jeunes. Vous savez, former un garçon de 25 ans, c'est facile. Former un monsieur de 40 ans, c'est très, très difficile. Et c'est pratiquement fini. Il n'avance plus, il est coincé. Donc, c'est pas que je cherche uniquement des jeunes gens ou des jeunes femmes, mais et c'est eux qui viennent en général me trouver. C'est pas tellement moi qui les cherche après. Mais bon, tous ceux qui sont venus, il y en a des très bons, des moins bons et des un peu moins bons encore. C'est là qu'on réalise que vous êtes à vous seul, presque une école, un style graphique Oui, qui a été établi en Belgique. Moi, quand je même. pense, oui, dans ce genre-là, oui. Et puis alors, j'ai trouvé certaines formules de livres qui marchent bien et qui, comment dirais-je, qui sont très originaux. Est-ce qu'ils doivent passer des espèces d'auditions, vos collaborateurs, en fait, pour aller chercher le style? Pour aller chercher quoi? Le style, ils doivent Ah non, mais non, mais je leur demande évidemment pour Alix et pour le franc d'adapter mon style, parce que le lecteur a horreur des changements. Il n'y a pas plus conservateur que le lecteur. Ça, c'est connu, ça. Ils n'aiment pas les changements, ils veulent toujours, si vous voulez, de nouvelles histoires, mais dans le même contexte. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les dérapages. Ça prend une le lecteur continuité. déteste ça. Est-ce qu'on va se promener sur votre magnifique terrasse? Vous allez voir. Mais je vous en prie. Voilà, Je allons-y. vous en prie. Parlez-moi un peu de cette belle collection, les voyages de différents Alors les personnages. voyages, entre autres. c'était une histoire un peu baroque parce que en 1983 et 86, j'avais été en Égypte avec un groupe d'archéologues. D'accord. Et puis, ils me disaient tous comme ça, oui, mais vous parlez tout le temps de peinture, mais ça, on ne les voit pas, ça n'existe pas. Parce que les gens avaient du mal à concevoir que des temples anciens pouvaient être colorés. Je dis, mais si tout était peint... Alors, il y a un jour, en revenant d'une expédition dans les tombes de la vallée des rois, il y a un monsieur qui m'a dit, mais écoutez, on va chercher des livres ce soir pour étayer ce que vous dites. Je dis, vous n'avez rien trouvé, il n'y a rien. Mais si, on a fait le tour de Luxor, et là, on n'a rien trouvé. Puis il m'a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas, vous? Je dis, pouf, une histoire de fou, ça. Un autre projet. Oh là là, une histoire de fou. Puis en revenant en avion, on dit, tiens, je vais en faire un. Maintenant, on en est à 40. 40 voyages. On a Livres de voyage avec une thématique. j'ai tiré, encore une fois, comme l'expression que j'emploie, j'ai tiré un maillon la chaîne qui est venue. C'est-à-dire les voyages, on a fait un Égypte, 2 Égyptes, un Rome, un Grèce, une Grèce, 2 Grèces, puis c'est parti, quoi. Puis là, il y a la demande, il y a les gens qui me proposent des idées, etc. Et il y a des sujets. Et alors c'est parti maintenant. Vous suivez un peu la vague, vous marchez un peu comme ça, vous arrivez avec une idée. Mais c'est-à-dire que non, mais et puis de là- je crois que ce que je veux dire, que j'ai tiré un maillon à la chaîne qui vient, maintenant la chaîne continue, la chaîne continue. Parce que la demande est là. Parce que ça intéresse beaucoup de gens. Vous savez, j'en retrouve souvent dans les bibliothèques d'écoles polyvalentes, d'écoles secondaires au Québec. On se sert de ça comme outil de pédagogie parce que c'est de la BD, mais instructive à la fois. C'est pas de la BD, c'est un dérivé de la BD. Oui, en fait, celui-là, les voyages, mais même les BD de Alix, c'est de... Oui. Parce que c'est très bien documenté, je crois. En général, puisque vous allez à Bruges, vous allez voir que mes livres ont toujours été bien documentés. Hein? J'ai jamais fait de bouquins, de livres sans une forte documentation. Vous avez même fabriqué une fausse planche, en fait, pour surprendre Hergé. Je l'ai toujours.
Mais c'est quoi, ça, cette anecdote-là? Mais c'est-à-dire que Hergé était parti en vacances en Sicile, et avec sa nouvelle compagne, et puis arrive un jour un journaliste comme vous, du Neue Zeitung de Zurich. Et alors, il dit, voilà, je viens prendre des photos ici pour le nouveau album Tintin. Et il n'y avait rien du tout, rien. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Bob Demour et moi, on a trouvé l'idée de faire une fausse page et présenter comme la nouvelle page de Tintin. C'était un gag. Une nouvelle aventure. Alors, on fait un petit scénario, puis on dessine, lui les décors, moi les personnages, et puis voilà. Et on les voit, oh, formidable, et puis les photographies, ça, pom. Et puis, il retourne à Zurich, et on lui donne une photo d'Hergé avec la fusée, et en couverture de la Gazette, il y avait Hergé avec sa fusée, et puis à l'intérieur, il y avait la page 1 de la nouvelle histoire de Tintin. Donc, vous avez... J'étais fausse. Mais vous avez poussé le gag assez loin. Oui, très loin, très loin. Et alors, quand on avait mis ça sur le bureau d'Hergé en bonne place comme ça, et Hergé est rentré, je l'ai entendu, puis j'ai entendu « Nom de Dieu ». Et puis il nous a joué un sale tour, parce qu'arrivé, on avait préparé un petit réception, du café, etc. Arrivé là, il n'a pas dit un mot. Puis 2 jours après, il est venu me trouver, il me dit « Et cette page, tu me la donnes quand ?» Je dis « Mais je ne te la donne pas, pourquoi? Parce que si je te la donne, à ton attitude, je vois que tu vas la détruire. Je vais réfléchir. » Et il m'a scié les côtes pendant tout un temps pour que je lui donne. Ensuite, il voulait me l'acheter. Je dis, je te la donne, je te la vends pas, à une condition que si tu me signes un papier qu'on ne la détruit jamais. Il n'a jamais voulu se prononcer. Et le plus beau de l'histoire, il l'aurait détruit. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'après sa mort, un de ses successeurs m'a demandé encore d'acheter cette page. J'ai toujours refusé, je l'ai toujours. Parce que c'est C'est un gag, c'est un canular. Parce qu'il y avait le sens de l'humour, Hergé, ou... Oui, mais ça l'embêtait quand même. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Des raisons qui lui étaient personnelles. Est-ce qu'il ne voulait pas laisser apparaître que des gens comme Bob Demour et moi aurions pu faire du Tintin, pas aussi bien que lui, mais presque. Ça ne devait pas lui plaire, ça. C'est l'idée que j'en ai, en tout cas. En tout cas, il n'aimait pas cette page. Il n'aimait pas ça le gênait aux entournures. Mais c'est marrant parce que moi j'ai la démarche exactement inverse. Moi si j'ai un dessinateur qui fait du Alix ou du Lefranc très bien, je suis très très content. Mais lui pas. Et c'est pour ça que ça va se poursuivre. Voilà. Merci encore de votre accueil. Je vous en prie. Plein de souvenirs, on aime ça. Vous avez plein d'anecdotes. Merci, M. Martin. Je vous en prie. C'est parmi les chevaliers de l'Apocalypse que je termine l'émission aujourd'hui et notre promenade à Bruges. C'est beau, hein? C'est même un peu romantique, je trouve, et l'architecture est vraiment flamboyante. Écoutez, je vous rappelle le nom de nos artistes invités sur l'émission aujourd'hui. D'abord, Philippe Delabie, qu'on a rencontré dans son atelier. On s'est promené un peu avec lui également. Alors, c'est lui le créateur et l'auteur, scénariste, dessinateur de la série Murena. Ça se passe à l'époque historique, non pas médiévale comme ici à Bruges, mais romaine, sous le règne de Néron, et c'est publié aux éditions d'Argo. Si vous avez envie aussi de vous replonger, de fouiner dans des albums d'Alix que vous aviez peut-être déjà lus dans le passé, et il y a aussi Loïs, Roi Soleil, et Lefranc, bien sûr, ça c'est plus moderne comme atmosphère, eh bien c'est Jacques Martin qui est l'auteur de tout ça, c'est publié, tout ça aux éditions Casterman, mur à mur, facile à trouver, ça c'est certain. Évidemment, vous savez qu'on vous a préparé une belle page web BD Cité sur le site de Canal Évasion. Si vous avez envie d'avoir de l'information à propos des endroits visités aujourd'hui, il ne faut pas se gêner, allez cliquer simplement sur votre ordinateur sur le site de Canal Évasion. Donc, merci à tout le monde, ça a été agréable. On continue notre promenade à Bruges et on se voit très bientôt, dès la semaine prochaine, en fait, pour une autre émission de BD Cité. Salut tout le monde!